Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois une auteure qui s'appelle Sabrina Ouadi-Pernin. Elle est auteure de Rebelle, qui est parue aux éditions Eddy Livre à Paris. Bonjour. Bonjour. On le trouve surtout sur Internet, hein? On le trouve sur Internet, sur Amazon, sur toutes les chaînes, toutes les éditions. Tous les sites, oui. Les sites qui distribuent les livres. Voilà. Très bien. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir. Je disais, c'est un livre autobiographique. Voilà. Rebelle, moi, je le prends dans les deux sens. Hein. Belle de nouveau, rebelle. Ouais. Et puis rebelle dans le sens rebelle à l'autorité, par exemple. Voilà, je suis rebelle pour tout, quoi. Et j'essaye de m'exprimer, d'expliquer la vie qu'on a vécue, qu'on vit maintenant, et après, voilà. Vous parlez par exemple de votre père qui est parti d'Égypte, je crois, qui a enseigné en Algérie, qui était en Tunisie. En Tunisie, pardon, et qui termine en Algérie finalement. Voilà, parce qu'il il y avait la rébellion des Tunisiens et tout ça pendant la guerre. Donc il était en prison, puisqu'il s'est soulevé avec les Tunisiens. Et après, il était resté 3 ans en prison. Après, il l'a expulsé dans son propre pays, en Algérie. Et après, voilà, il s'est mis encore pour la... Il a été quand même il a été pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est un type qui a passé sa vie à se battre. Et je crois que j'ai hérité ça de lui, quoi. Parce que vous dites de lui que il y a deux côtés. D'un côté, il avait une réelle admiration pour la France, et de l'autre côté, il y a un côté de la France qu'il n'aimait pas du tout, voilà, qui était celui de l'indigénat notamment. Voilà, il n'a pas aimé beaucoup le dénigrement des Français envers les Algériens, les indigènes, comme on dit, quoi. Parce que la France, quand même, elle est restée chez nous 132 ans. Et mon père, il était élevé avec les valeurs de la République, tout ça. Donc, il aimait ça et il ne voyait pas que ça va pour certains et ça ne va pas pour d'autres. C'est-à-dire que les Arabes d'Algérie, ils n'avaient pas la même vie qu'ils ont. Et lui s'est battu à cette époque-là avec certains copains qui étaient des Européens, on appelait ça des pieds noirs, qui sont des Français de souche française et d'autres carrément des Juifs, quoi, qui se sont battus pas pour l'indépendance. Il y en a d'autres qui se battaient pour l'indépendance et l'autre qui se battait pour que soit l'égalité pour tous, quoi, et que tout le monde va à l'école, que tout le monde a des médecins, qu'on peut se soigner, qu'on a les droits à peu près comme le style les Antilles, les pays, voilà. Et mon père, il s'est battu comme ça, pour ça, et il y avait tous ses copains qui se battaient avec lui, c'était peut-être lui le seul arabe, quoi. Mais les autres, ils étaient, parce qu'ils étaient des gens quand même, c'était intellectuels, et voilà, ça lui a coûté sa vie après. Oui. Vous dites, malgré ce combat qu'il menait contre le système de l'indigénat, il a quand même combattu avec la France lors de la Deuxième Guerre mondiale pour sa libération. Justement, il s'est battu en croyant qu'on se battre pour la mère patrie, comme il disait à cette époque-là. Il croyait que quand il se bat comme ça, ils vont être tous pareils. Malheureusement, la France, elle avait une idée derrière la tête. Quand ils ont eu les Français, ils ont eu l'indépendance et il n'y avait plus d'occupation, quoi. Le nazisme a été vaincu. Vaincu, tout ça, parce que n'oubliez pas que l'Algérie, c'était la capitale de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc mon père, il a dit, voilà, on s'est battu et on va être comme tout le monde. Malheureusement, les gens qui ont été se battre pour la France, on les a tous assassinés. Et ils ont dit que ces gens-là, bon, si on leur laisse, puisque maintenant ils savent se servir des armes, ils ont vu beaucoup de choses, et ils vont se révolter contre nous. Donc ces gens-là, il leur arrivait à peu près le même système qu'il arrivait au Kharkiv, vous voyez. D'accord. Voilà. Cela ne vous a pas empêché de faire le choix de la France après? Moi, je l'ai fait après l'indépendance. D'accord.
quand j'étais petite. Hein. J'avais des amis français, tout ça, j'étais petite, j'ai toujours... parce que moi, nous, quand on est jeune, on ne peut pas comprendre. On entend des bombes, on entend tout, mais moi, on ne comprend pas. Donc, notre boucher, c'était un Français. On peut pas... On vivait comme maintenant. Donc, j'avais des amis et tout. On ne pouvait pas, mais on était très contents, comme ça et tout. Et après, une fois qu'on a eu l'indépendance, j'étais très contente. Parce que, quand même, on a dit, ils sont partis, les méchants, et tout ça, et tout, on était contents. Et après, croyez-moi, on n'a pas beaucoup rigolé, hein, parce que le gouvernement algérien, à cette époque-là, c'est à peu près pareil. Ça n'a pas changé. Ça a changé pour certains. Oui. C'est comme tous les pays africains, tout ça, tout le monde. Ça a changé pour certains. Et certains, et que mon père, c'était un militant dans l'ombre et tout, et qui a donné sa vie. Du FLN non, à cette époque-là, il n'y avait pas le FLN. Hein. Il y avait un autre organisme que je ne connais pas, mais c'était plutôt plus de communistes français qui se battaient pour l'Algérie. Oui. C'était certain, parce que mon père, il s'est battu avant la guerre d'Algérie. Il a été assassiné quand elle a commencé la guerre d'Algérie. Tout de suite, on a commencé par lui. Après, 2 mois après, la guerre d'Algérie s'est éclatée. Donc, et quand j'ai vu l'indépendance et j'ai vu que c'était les présidents, tout ça, c'est des Arabes comme moi et tout, croyez-moi, j'ai dit colon ou pas colon, on restera toujours pareil, quoi. Surtout la femme à cette époque-là algérienne, quand vous êtes orpheline, pauvre, vous n'avez pas de parole, vous n'avez rien du tout. Donc j'ai subi tout ça aussi. Et au bout de certains temps, bon, c'est arrivé mai 68, ça m'a ouvert les yeux. J'étais quand même entre l'adolescence et cette époque-là. L'adolescence, on s'ouvre un peu, j'avais 14-15 ans. Et après mai 68, il y avait la libération de la femme. Et j'avais beaucoup d'admiration pour Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, comment s'appelle, Simone Veil, tout ça. Et ça m'a ouvert les yeux et j'ai dit, c'est pas possible qu'on va rester toute notre vie dans cette truc, parce que c'est quand même c'est des Arabes, c'est nos pères, nos frères, nos sœurs, nos familles, on s'est battus, on a eu, moi-même personnellement, je me suis battue pour l'Algérie, mais à cette époque-là, j'avais 6, 7 ans, 8 ans, mais je comprenais rien du tout. J'emmenais des petits colis, heureusement que cette époque-là, il n'y avait pas encore le terroriste, mais non, j'aurais ils vont mettre une belle ceinture. D'accord. Décorée. Donc, vous parliez le titre est rebelle. Vous vous rebellez contre quoi? Parce que l'une des choses que je lis, surtout dans l'avant-propos, c'est que vous parlez de cette mondialisation qui devrait prendre une autre forme, ne pas être que commerciale. Voilà. Je parle... ma rébellion, elle vient de mon enfance, quoi, déjà. Après, elle vient que je n'ai jamais fait des études dans ma vie. Je me suis fait tout seul. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai vécu quand j'étais petite, parce qu'on n'avait personne. Je cirais des chaussures de soldats, tout ça, pour amener un morceau, acheter du pain chez nous, tout ça. Et je me rebelle qu'on n'a pas eu cette chance d'avoir des études, d'avoir fait quelque chose de bien. Et je me rebelle aussi contre la mondialisation, parce que j'estime on a dépassé, on n'est plus au Moyen-Âge, on est au XXe siècle, on est, je ne sais pas, 21e siècle, excusez-moi, et que l'homme est toujours, que les enfants, les hommes, ils sont toujours pauvres, ils sont toujours malades. Les enfants, ils sont toujours illettrés, qui travaillent dans des, je sais pas moi, dans des mines, dans des trucs. Et moi, j'estime que maintenant, il faut arrêter les guerres contre certains trucs et arrangez-vous de se battre, de créer des guerres contre les maladies, contre l'illettrisme, contre la pauvreté, et essayer un petit peu de donner un coup de main vers l'Afrique, tout ça, leur expliquer que... C'est l'attitude générale au niveau du G20, même si ça ne se traduit pas toujours dans les faits. Mais c'est long maintenant, c'est long, il faut arrêter, c'est très très long maintenant, c'est trop long. Nous, on a une indépendance, ça fait quand même 50 ans, cette année, 2012, et il y a des gens qui ne peuvent pas attendre. Il y a des enfants qui naissent, il y a d'autres générations, des trucs comme ça. Ils ne vont pas passer toute leur vie à attendre que les gens, ils sont arrivés à la Lune, ils sont arrivés à Mars, et que nous, on crève de faim.
Moi, je pense qu'il faut que les gens ils se rendent compte qu'il faut quelque chose, qu'il n'y a plus de pauvreté, mais surtout en France. Je suis arrivée en 75, quand je vois maintenant, quand je descends dans le métro, je vois plein de jeunes qui sont de 16 ans, qui ont l'âge de mes enfants, qui se trouvent en train de faire le mendiant, qui sont là, excusez-moi, sans oublier les trottoirs, sans oublier des choses. Et écoutez, on est dans un pays où il y a... C'est un pays où il y a la communication. On a Internet, on a le Minitel, on a un ministère de la communication. Le Minitel, c'est fini maintenant. C'est fini. Mais on est quand même, on a la télé, on a des journaux, on a tout. Et là, dans ce cas, il vaut mieux retourner au téléphone arabe, alors, dans ce cas. Si je comprends bien. Au moins, les gens, ils étaient bien et les familles ne sont pas abandonnées. C'est-à-dire, si vous allez en Afrique, s'il y en a un qui est malade, toute la famille vient tout autour. Les personnes âgées, elle est pas on ne la jette pas comme ça, on s'en occupe. Moi, je veux à qui est la faute, selon vous? Moi, je trouve que c'est la faute de... Ils disent que le modernisme, la civilisation... Et écoutez, le modernisme, je veux bien. Je suis tout à fait d'accord pour l'ordinateur, même moi je me sers. Le téléphone portable, je me sers aussi. Je suis très fière et contente et je remercie le type qui a inventé cette invention. Au contraire. Mais quand on avance comme ça, il faut avancer avec tout. On n'avance pas uniquement dans le progrès de certaines techniques, mais on avance aussi avec la famille. Hein? On avance dans tous les domaines. Alors, dans ce cas, là, on s'occupe des gens qui sont, même s'ils sont pauvres ou des trucs comme ça, on s'arrange pour aider leurs enfants à faire des longues études. C'est pas toujours le même qui reste le patron et l'autre toujours de son fils, reste toujours l'ouvrier. Il faut arrêter. Mais c'est qu'on est dans un contexte de crise où la générosité, même si elle est voulue, n'est pas toujours facile dans la pratique. La crise. Et la bande, c'est ça? Excusez-moi, elle n'est oui. pas pire que la guerre. Oui. Franchement. La crise, c'est quoi la crise? C'est quelque chose qui passe. Vous avez, les gens, ils n'ont pas vécu des crises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, l'Algérie, c'est un pays qui a tout le temps des guerres. 100 ans de guerre. Mais la crise, ça existe partout. Mais plus la crise est là, plus on invente d'autres choses. C'est une foutaise pour moi, la crise. Je veux bien la crise, mais il ne faut pas laisser l'être humain. L'être humain, il n'a pas une crise. Il faut s'en sortir, il faut le soigner gratuitement, il faut s'en occuper, il faut éduquer ses enfants, il faut pas laisser ces jeunes-là. Moi, je trouve que la jeunesse de maintenant, elle est sacrifiée. On s'en fout complètement de cette jeunesse et on la laisse sans éducation, sans rien du tout. Mais je ne parle pas que des étrangers, je ne parle pas que des Français, je parle de tout le monde. Celui qui vient en France, il a le droit d'être comme tout le monde. Si je parle comme ça, je parle des gens qui sont, par exemple, légal, comment dire, qu'ils ont des papiers légaux, tout ça. Oui, oui, oui. Je parle de ça. En situation légale. Voilà, en situation légale. Et les Français d'abord, avec les gens qui sont, même s'ils sont des étrangers, qui sont légaux d'abord. Ces gens-là, on ne les laisse pas dans des taudis qui brûlent, et après on les met dans un hôtel. Mais il faut arrêter, il faut arrêter. Merci beaucoup, Sabrina. Si on doutait encore de votre caractère de rebelle, on est fixé maintenant. Ah bon? Merci beaucoup. Merci d'être venu. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité et vous êtes très gentil. Voilà. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une édition de l'Entretien du jour. À bientôt.